Le grand entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ. Invité du grand entretien ce matin, Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense, député de l'Eure. À mes côtés, Nadège Puljac-Herman. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous entamez une visite en Israël. Vous allez passer quelques jours dans ce pays. Vous allez voir à peu près tout le monde. Shimon Peres, Moshe Yaalon, Dan Meridor, Tzipi Livni. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? Écoutez, vous savez, c'est pour moi une visite essentielle. D'une part, pour une première raison, c'est que j'avais souhaité pouvoir y aller lorsque j'étais ministre de la Défense et j'avais eu un veto de l'Élysée. Donc je m'étais dit que mon premier voyage serait lorsque j'aurais retrouvé ma liberté pour Israël. Et la deuxième raison, c'est que... pour quelle raison ce veto de l'Élysée, si on peut vous demander? On m'avait expliqué que la situation au Liban m'imposait d'avoir... une réserve et de ne pas me rendre en Israël. La deuxième raison, c'est que se joue en Israël une partie de la sécurité du monde et se joue aussi la stabilité de la région. Et donc je souhaitais pouvoir m'entretenir avec les autorités politiques israéliennes afin de pouvoir évoquer les grandes questions que vous connaissez. Alors ensuite, Monsieur le Ministre, vous allez vous rendre chez les Palestiniens, dans les territoires. Hein. Alors, est-ce que vous voulez avoir un rôle de go-between entre Israéliens et Palestiniens? Non, je n'aurais pas cette prétention. Ce que je voudrais exprimer à travers ma présence en Israël et dans les territoires palestiniens, c'est que pour la sécurité de la région, la résolution de la question israélo-palestinienne est majeure. Moi, je l'ai constaté à travers les 3 années et demie de mes fonctions au ministère de la Défense, c'est que la question israélo-palestinienne nourrit beaucoup d'intransigeance, nourrit beaucoup d'intolérance, et que pour la sécurité de la région, cette question-là est absolument majeure. Elle est la mère de la résolution de bien des problèmes dans la région. Vous ne pouvez pas évoquer la question libanaise sans avoir en arrière-fond la problématique palestinienne et israélienne. Vous ne pouvez pas évoquer la question iranienne sans avoir cela aussi en arrière-fond. Et donc je pense que à travers à la fois bien entendu les garanties nécessaires pour Israël et notamment ces garanties en matière de paix et la nécessité pour les Palestiniens de vivre dans un État indépendant et viable, eh bien à travers cette question-là, vous avez beaucoup d'autres derrière. Alors vous entamez, Monsieur Morin, néanmoins ce voyage à un moment où le Proche-Orient vit des secousses importantes et dont il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas grand-chose à voir directement avec le conflit israélo-palestinien. Ce vent de révolte... ça nous sommes d'accord. Alors ce vent de révolte, il est un peu partout. Est-ce que vous avez trouvé de l'inquiétude en Israël et est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Très franchement, je ne fais que commencer mes entretiens. L'essentiel de mes entretiens auront lieu après notre rendez-vous. Je crois au contraire, pour ma part, enfin c'est ma conviction profonde, que l'accès à la démocratie pour ces pays du Maghreb et du Mashrek peut être au contraire un élément de sécurité et de stabilité. Je pense que on est bien entendu tous inquiets ou s'interrogeant sur les évolutions politiques au Maghreb ou au Mashrek, mais pour ma part, j'ai la conviction profonde que l'accès à la démocratie de l'ensemble de ces pays est la meilleure garantie de paix, de sécurité et de stabilité pour la région. Parce qu'un pays démocratique est un pays qui veut la paix. Je suis absolument convaincu de cela, et un pays démocratique est un pays qui est capable de garantir les meilleures conditions du développement et capable d'assurer un développement qui soit plus équilibré, plus juste.
est-ce que la menace islamiste vous paraît quelque chose de préoccupant aujourd'hui dans le contexte dont nous venons de parler, c'est-à-dire qu'au fond, si Israël se retrouve avec le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, et le risque islamiste sur son flanc ouest, ça va être de plus en plus difficile. Oui, mais j'entends bien cette inquiétude et elle est légitime. Mais en même temps, je constate qu'il s'agit d'abord et avant tout de peuples qui veulent accéder à une croissance plus juste, à moins d'inégalités, et qui veulent accéder à la liberté et à la démocratie. Et moi, je n'ai pas apprécié, je vous le dis très clairement, ceux qui considéraient que l'islam était incompatible avec la démocratie, que le monde musulman n'était pas assez adulte pour pouvoir accéder aux valeurs universelles que vous et moi portons. Je crois au contraire que la jeunesse de ces pays-là a démontré qu'ils voulaient bien entendu le pain, ils voulaient la croissance, ils voulaient la justice, ils voulaient moins d'inégalités, mais qu'ils voulaient aussi, comme vous et moi, la démocratie et la liberté. Et ça, c'est un message qui est un message, me semble-t-il, beaucoup plus, un message très optimiste, et c'est un message qui, pour moi, est porteur de sécurité et de stabilité. Alors espérons que cette transition démocratique s'effectuera dans les meilleures conditions. C'est une interrogation, disons-le clairement. Mais pour moi, je le vis comme un espoir. Monsieur le ministre, si les pays arabes veulent la démocratie et la liberté, vous savez qu'Israël, lui, veut la sécurité avant tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'autorisation donnée par l'Égypte à l'Iran de faire passer par le canal de Suez 2 bateaux de guerre? C'était pas arrivé depuis 1979. Oui. Il y a quand même de quoi s'inquiéter, là. Oui, mais vous voyez bien qu'on vit une période particulière pour l'Égypte, une période de transition, et donc on peut en effet à la fois regretter cette faiblesse et en même temps la mettre la mettre en relation avec cette période trouble en Égypte et ne pas considérer qu'il s'agit d'un geste qui s'effectuera de manière régulière. Oui, enfin, faut espérer, mais c'est tout de même un petit peu curieux que ça arrive. C'est la première fois, et dans ce contexte-là, c'est la première fois depuis 1979. Pourquoi est-ce que ça arrive dans ce contexte-là? Écoutez, il faut poser la question aux autorités égyptiennes, mais moi je le lis, j'imagine comme vous, comme l'expression de la faiblesse d'un régime qui est en proie à des convulsions importantes. Mais bon, Israël est un pays, comme vous le savez, isolé et démocratique. Et démocratique, évidemment. Mais vous savez que la France... Il faut le rappeler. Parce que mais vous faites bien de le rappeler, parce que c'est même le seul pays démocratique. Peut-être qu'on en aura d'autres d'ici quelques temps, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais alors, justement, vous savez que la France vient de voter en faveur d'une résolution de l'ONU contre la colonisation dans les territoires palestiniens. On va certainement vous en parler, côté israélien. Oui, moi, ça fait partie des questions, d'ailleurs. Qui n'a pas été adoptée, finalement, à cause d'un veto américain. Au Conseil de sécurité, ça n'a pas été adopté, mais ça doit encore passer devant l'Assemblée générale de l'ONU, là, on ne sait pas. Mais écoutez, moi, c'est une question que je poserai à la fois aux autorités palestiniennes et au président Shimon Peres et aux responsables politiques israéliens que je rencontrerai. On voit bien, et j'ai cet après-midi consacré hier après-midi une partie de mon temps à constater ce que représentaient ces implantations. On voit bien que c'est une des questions, ça n'est pas la seule. Elle me semble, moi, pouvoir faire l'objet d'une solution. Je suis convaincu que toutes les bonnes volontés se mettant autour de la table, on doit être en mesure de pouvoir faire en sorte que cette question-là soit réglée. Mais vous voyez bien que le geste que représentera pour la communauté internationale, mais aussi pour les Palestiniens, l'arrêt de ces implantations est un geste majeur pour aller vers la paix. Je crois que ça, personne ne peut le contester, et c'est cela qu'a dû vouloir exprimer la France lors du vote au Conseil de sécurité. D'une manière générale, Hervé Morin, que pensez-vous de la politique française
pendant toute cette période de troubles au Proche-Orient, de troubles et d'espoir, vous avez raison d'employer ce mot. Est-ce que vous êtes totalement sur la ligne qui a été adoptée? Est-ce que vous estimez que la France a été suffisamment réactive à tous ces mouvements Non. ou au contraire trop prudente? Écoutez, je crois que personne dans le monde n'a lu. J'ai été le seul, pour tout vous dire. 2 jours avant la chute de Ben Ali, j'étais le seul à commettre un communiqué indiquant qu'il était temps d'avoir une autre lecture des événements qui se passent en Tunisie. Et donc, même si je les ai lus peut-être avec un peu plus d'avance que d'autres, personne n'a réellement compris ce qui était en train de se passer au Maghreb et en Égypte. Et très clairement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur la politique française. Nous avons là, pour reprendre une expression que vous connaissez d'André Siegfried, nous avons là un continent liquide qui est l'espace méditerranéen. Ce sont nos voisins immédiats. Nous avons une histoire et nous avons un destin commun, puisqu'il s'agit d'un même espace géographique, mais aussi d'un même espace économique. Et que ce qui se passe au Maghreb a des résonances directes en matière économique, mais aussi en matière d'immigration ou en matière de stabilité de la région. Et donc, moi, ce que je souhaite très clairement, c'est que le gouvernement nous indique quelle est sa politique en la matière, et nous indique aussi quel message il souhaite que l'Union européenne porte dans cette région du monde. Moi, je vous le dis très clairement, très malheureux du silence européen. L'Europe est la première institution dans le monde en termes d'aide au développement. L'Europe devrait être l'espace politique qui accompagne la transition démocratique des pays du Maghreb. Et je constate que l'Europe est une fois de plus silencieuse et aux abonnés absents. Et donc ce que je souhaiterais, c'est que très clairement nous ayons une expression politique au Parlement sur les perspectives politiques et diplomatiques de la France. Mais pour en revenir justement à la réaction française, est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que Michel Alliot-Marie devrait démissionner? Écoutez, c'est ça. C'est une histoire qui relève de sa conscience et c'est aussi une décision qui appartient au président de la République. Vous savez que le président lui a apporté son soutien. Vous pensez qu'il a eu raison? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les donneurs de leçons. Voilà, moi j'ai toujours payé mes vacances, ça c'est clair. Mais ce que je crois, c'est qu'il est temps sur cette question que la France franchisse une nouvelle étape dans sa démocratie. Nous avons eu une première période qui a été celle des années 90 où nous avons largement assaini la vie politique française avec le financement de la vie politique, le financement public. Je crois qu'aujourd'hui, la France doit se mettre au diapason des démocraties européennes, et au moins sur 3 sujets. Pour ma part, il y a la question du cumul des mandats. Je pense qu'il est temps que les députés français, comme tous les autres députés européens, se consacrent entièrement et pleinement à leur mandat national. Et je peux d'autant plus le dire que je suis un affreux cumulard. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est temps que nous ayons des dispositions beaucoup plus fermes sur les conflits d'intérêts. Et le troisième sujet, c'est, pour ma part, la nécessité d'avoir un vrai code d'éthique, code de bonne conduite sur les pratiques gouvernementales. Je pense qu'on a il y a des pratiques anciennes qui ne sont plus supportables par nos compatriotes aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez parlé d'un pouvoir sobre, vous invitez Madame Michel Alliot-Marie à la sobriété? Non, Michel Alliot-Marie fait plutôt partie des personnes sobres, naturellement. Pour moi, la sobriété dont je parle, c'est la sobriété de la dépense publique, la sobriété du comportement et du geste, et la sobriété du discours. Quand je dis la sobriété du discours ou du geste, c'est parce que je pense profondément, d'une part, que nous avons besoin d'un pouvoir politique qui apaise la société française. Elle est en proie à de fortes interrogations et à des tensions extrêmement fortes. Et je crois que nous avons besoin
d'un pouvoir qui apaise, qui cesse d'opposer les Français les uns aux autres. Ça n'est pas comme ça que vous réglez les questions. On ne peut pas continuer à opposer les magistrats aux policiers ou opposer les fonctionnaires aux salariés du secteur privé ou l'élite au peuple. Je crois que nous avons besoin de porter, le pouvoir politique a besoin de porter un message collectif que le succès des uns est conditionné à la réussite des autres. Et quand je parle d'un pouvoir sobre dans le discours, c'est parce que je pense qu'on se trompe lorsque on pense qu'un homme politique, quel qu'il soit, est en mesure de régler tous les problèmes. Je ne crois pas en l'homme providentiel pour ma part. Alors, on va parler d'un homme providentiel à gauche, on va parler de politique intérieure d'une manière générale, et on va parler de la constitution de la Confédération centriste, des présidentielles, des cantonales peut-être. Mais auparavant, il y a ce passage très attendu sur France 2 ce soir de Dominique Strauss-Kahn. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais d'ores et déjà, il y a une charge contre lui à droite. Vous trouvez que toutes ces critiques adressées au directeur du FMI sont justifiées ? Écoutez, je ne sais pas de quelle critique vous parlez. C'est quoi, sur la gauche caviar, c'est ça ? Par exemple. Écoutez, ce que je sais, c'est que par nature, les campagnes présidentielles sont des moments de grande violence et que celle-ci ne va pas y échapper, ça c'est clair. Vous savez, Monsieur Moret, que sur cette antenne même, Pierre Lelouch, le secrétaire d'État au commerce extérieur, a dit que Dominique Strauss-Kahn était de droite. Bien sûr, son épouse, Anne Sinclair, a dit qu'il est de gauche. Alors, il est de droite, de gauche, finalement, c'est peut-être un centriste comme vous. Ouais, je vais vous dire ce qui me désole régulièrement, c'est de constater à quel point le Parti socialiste français est un parti socialiste ringard. On a le sentiment qu'il n'a pas évolué depuis 1981. Et donc, quand je constatais le discours politique des socialistes d'autres pays européens, de Zapatero, le discours des socialistes britanniques ou allemands, j'avais à chaque fois en arrière-fond, en arrière-pensée, le discours absolument hors du temps du Parti socialiste français, comme si nous n'avions pas changé d'époque. Et donc, Dominique Strauss-Kahn, pour ma part, m'apparaît plutôt plus moderne. Alors, j'imagine que ça ne va pas faire plaisir forcément à tous les socialistes ringards qui peuvent exister au sein de l'appareil, mais moi j'y vois plutôt un discours plus moderne qui me plaît plus que le discours d'Henri Emmanuelli, disons-le clairement. Bon. Alors pour vous, le Parti socialiste est ringard, l'UMP, on n'a pas l'impression que ce soit votre tasse de thé. Alors justement, vous avez créé une confédération centriste avec Monsieur Jean-Louis Borloo. C'est comme ça que vous l'appelez. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un pôle qui se situe entre les deux ? Qu'est-ce que c'est ? Quand j'évoque l'UMP, quand je reprends je reprends la balle au bon sur l'UMP tasse de thé. Simplement pour vous dire que pour ma part, je sais très bien où je me situe. J'estime que les valeurs du centre, la liberté d'entreprise, la responsabilité individuelle, la tempérance fiscale nous amène à un accord avec un parti de droite. Pour autant, je regrette les excès et la dérive droitière de l'UMP. Donc, voilà pourquoi il m'arrive de m'exprimer en désaccord avec les positions que peuvent porter tel ou tel leader de l'UMP. C'est quoi l'originalité de cette confédération par rapport aux deux grands partis de gouvernement ? Justement, c'est la modernité dont vous parliez tout à l'heure à propos de M. Strauss-Kahn ? Écoutez, moi, j'ai envie de porter quelques idées simples. La première, tout d'abord, il faut regarder le monde en face, sans œillères, sans se voiler la face. Le monde est un monde qui est en train de basculer des rives de l'océan Atlantique vers les rives de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. De grandes nations sont en train d'émerger et nous devons en tirer des conséquences à la fois sur notre organisation nationale mais aussi sur notre organisation européenne. Voilà pourquoi nous, centristes, nous portons l'idée d'un fédéralisme européen
Et puis nous avons aussi à faire en sorte que nous puissions régler un certain nombre de sujets en abordant les questions avec des réponses beaucoup plus modernes. Je vais prendre un exemple concret. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale aujourd'hui. Dans mon tour de France que j'effectue aujourd'hui, c'est une question qui me revient quasiment en permanence. Eh bien, cette question du pouvoir d'achat, vous ne la réglerez, bien entendu, qu'en retrouvant la croissance, mais aussi en imaginant un certain nombre de solutions, notamment pour le financement de la protection sociale. Vous ne pouvez pas continuer à faire peser sur le travail autant de charges. Et donc moi je porte très clairement, comme tous les centristes je crois, l'idée qu'il faut détaxer le travail, alléger les cotisations sociales pour à la fois améliorer la compétitivité des entreprises dans l'espace européen, mais aussi pour donner du pouvoir d'achat. Et ce qui impose très clairement d'avoir une fiscalité qui pèse notamment, qui porte notamment sur la consommation pour financer la protection sociale, c'est-à-dire la TVA sociale. Faire en sorte que lorsqu'on importe un produit chinois et qu'on le consomme, eh bien que ce produit participe au moment de l'acte de consommation au financement de la protection sociale. Que les 77 millions de touristes qui sont sur le territoire national chaque année, eh bien, lorsqu'ils vont acheter un sac chez LVMH avenue des Champs-Élysées, eh bien, pètent aussi une partie de notre protection sociale. Alors, ça fait partie des solutions des centristes. Voilà. Pour ce faire, vous allez organiser la confédération centriste en vue des prochaines échéances présidentielles, peut-être même cantonales. Avant, vous aurez des candidats ou cantonales? Les élections cantonales sont d'abord des élections locales. Donc moi, j'ai donné comme consigne extrêmement claire, c'est que nous n'ayons des candidats que là où ces candidats sont crédibles. Parce que c'est d'abord et avant tout une relation humaine entre un candidat et des électeurs. Moi, je constate que dans ma circonscription, je suis capable de faire 65% dans un canton et le conseiller général socialiste faire le même score. Et donc, on voit bien que nos compatriotes pour des cantonales votent d'abord et avant tout pour un homme ou pour une femme. Donc, nous aurons, je parle pour le nouveau centre, environ 500 candidats sur tout le territoire. Alors, pour les présidentielles, Jean-Louis Borloo a dit qu'il était pour un seul candidat du centre. Vous pouvez peut-être nous le dire depuis le Proche-Orient, qui vit quand même des moments historiques, et depuis Jérusalem, ça aurait encore plus ce serait encore plus symbolique, ce serait l'appel de Jérusalem. Est-ce que vous êtes candidat au présidentiel, Monsieur Morin? Écoutez, j'ai déjà indiqué très clairement quelle était notre procédure. La procédure sera le choix d'un candidat à l'automne, mais vous imaginez bien que le Tour de France que j'ai entrepris, ça n'est pas simplement pour voir comment le soleil se couche à Strasbourg un jour et à Rennes le lendemain. Voilà. Ça promet quand même une belle primaire entre vous et M. Borloo. Bah, écoutez, moi je ne sais pas ce que veut Jean-Luc Borloo. Et donc nous verrons bien à l'automne comment les choses se passeront. L'essentiel, c'est que nous soyons en mesure de peser dans la vie politique française. Moi, je souhaite que nous ayons une démocratie plus équilibrée. J'ai été 3 années et demie au gouvernement et j'ai constaté à quel point l'hypercentralisation du pouvoir n'était pas forcément un facteur pour régler les questions auxquelles est confronté notre pays. Alors, vous souhaitez une démocratie plus équilibrée. Il y a, Monsieur Morin, un sondage IFOP d'hier qui donne 20% au premier tour des présidentielles à Marine Le Pen. Vous avez dit d'ailleurs qu'une cote d'alerte avait été franchie avec ce sondage. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon ? Bien, il faut en tirer d'une part, des leçons extrêmement simples. Entendre à la fois le mécontentement sourd mais profond de nos compatriotes. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et la deuxième chose, faire en sorte que nous ayons un certain nombre de réponses. J'ai évoqué la question démocratique. Je pense que ça fait partie du sujet. Et enfin, que nous ayons, nous, des réponses avec nos valeurs. Je ne voudrais pas que
nous ayons en quelque sorte un nouvel échec qui soit l'échec un 21 avril de nos valeurs. Moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes auxquels je crois, et je ne Vous crois pensez pas. que le risque est réel? Et je ne crois, le 21 avril des valeurs, ce serait celui de courir après Marine Le Pen et l'extrême droite dans une course dans laquelle nous n'aurions pas de crédit. Je crois profondément que c'est avec nos principes, nos valeurs, nos convictions que nous sommes en mesure d'apporter des réponses, et certainement pas en créant de nouveaux boucs émissaires ou en allant chercher des débats pour tenter de récupérer une partie de notre électorat. Je pense par exemple que le débat sur l'islam est un mauvais débat. Bon, c'est une critique. C'est un débat qui est néanmoins ouvert par le président de la République. Mais moi, je vous le dis, j'ai été, je ne connaissais pas bien la communauté musulmane, et donc j'ai été à de très nombreuses reprises à la rencontre de la communauté musulmane depuis des mois. Et qu'est-ce que je constate ? Je constate une chose simple, c'est que les musulmans français souhaitent d'abord et avant tout que le principe de laïcité soit respecté dans son intégralité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est que la laïcité s'applique à toutes les religions et que la liberté de foi, la liberté de conscience soit respectée pour les musulmans comme pour les autres religions qui sont sur le sol français. Les musulmans français, qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est d'être considérés comme des Français, comme les autres. C'est cela. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que de ce principe-là, on en tire un certain nombre d'adaptations, d'ajustements. Par exemple, faire en sorte que dans les villes où il y a une communauté musulmane, il puisse y avoir un carré musulman où on puisse mettre le corps de son défunt, la tête vers la Mecque. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir des lieux de culte qui soient suffisants, parce que eux, comme vous, ne souhaitent pas, et comme moi, ne souhaitent pas ne souhaitent pas prier dans la rue. Mais justement, et vous pouvez monsieur... le faire à l'infini. Donc, il ne faut pas chercher à aviver des tensions supplémentaires dans la société française. Mais justement, vous parlez des lieux de culte musulmans. Vous savez que certains gouvernements, je pense à M. Apparu notamment, pensent que ça serait bien si l'État aidait justement à financer ces lieux de culte. Alors évidemment, il faudrait toucher un petit peu à la loi La Toilettée, la loi de 1905. Vous seriez pour ? Écoutez, c'est un grand débat national qui faudrait avoir sur ce sujet. Moi, ce que je sais, c'est qu'au moins... il faut qu'il y ait des lieux de culte suffisants. Et deuxièmement, qu'on ne considère pas que dès lors que c'est un lieu de culte musulman, il doit se trouver entre l'autoroute et la voie de chemin de fer. Et que nous ayons une approche qui soit celle de permettre aux 5 millions de Français qui sont musulmans de pouvoir pratiquer leur religion en vertu du principe de laïcité dans les mêmes conditions que le catholique que je suis ou le protestant qu'est tel ou tel de nos compatriotes. Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense, député de l'Eure. Merci d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Le grand entretien s'achève. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Monsieur le ministre, merci. Bon dimanche à tous.